Nous sommes en Alsace. Cet homme s'appelle Jean-Pierre Schneider, il a 48 ans. Avec sa femme, il vit caché dans ce village depuis qu'il a tué un homme, il y a 7 ans, à Haguenau, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Depuis des mois, Jean-Pierre et sa famille étaient harcelés par une bande de jeunes qui les agressaient chez eux. Un soir de décembre 2003, excédé, il tire 2 coups de fusil. Un jeune homme de 23 ans s'effondre. Aujourd'hui, Jean-Pierre a déménagé et essaye de vivre normalement, loin du quartier où a eu lieu le drame. L'ambiance, c'était mauvais, parce qu'on avait des problèmes avec les jeunes. Et j'ai commencé 3 ou 4 mois avant le drame. Ils se jetaient des cailloux, ils m'ont tiré dedans avec des pistolets, des fusils. J'ai prévenu la police de Haguenau. Et ça a continué pendant 3 mois comme ça, avant le drame. C'est dans cette maison que Jean-Pierre Schneider a habité pendant 2 ans, à Haguenau. Le 11 décembre 2003, une fois encore, une trentaine de jeunes se rassemblent devant sa maison, lancent des insultes et pire encore des projectiles. Jean-Pierre craque, prend un fusil, tire par la fenêtre. Il touche mortellement Cédric Breit, un jeune homme de 23 ans. Jean-Pierre Schneider est arrêté. Condamné à 5 ans de prison avec sursis, il est remis en liberté après 11 mois de détention préventive. Il doit payer 36 000 € à la famille de la victime. Jean-Pierre a fait appel de ce jugement. Son procès commence demain. Il comparaît libre. Vous attendez quoi de ce deuxième procès? Légitime défense. Parce que moi, je voulais tuer personne. Je suis désolé pour ce jeune, mais je voulais personne tuer. C'est arrivé trop vite. Cour d'assises de Colmar, la semaine dernière. Le procès en appel de Jean-Pierre Schneider va commencer. Ça vous fait quoi de vous retrouver là aujourd'hui? Un peu peur. Ça me fait peur d'être là. On est désolé que le jeune il est décédé au départ. Parce que c'est arrivé, mais ça ne t'avait pas arrivé. Ça va, monsieur Schneider? Ça va pas. C'est normal que ça n'aille pas. Quand on est en cour d'assises, c'est normal que ça n'aille pas. Maître Betcher est l'avocat de Jean-Pierre. Pour lui, l'enjeu de ce procès est simple. Il veut obtenir l'acquittement de son client. C'est un brave homme qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup souffert et qui a été une victime dans cette affaire et qui se retrouve sur le banc des accusés pour la 2e fois. Et j'espère que la Cour démontrera que, effectivement, c'est bien lui la victime dans cette affaire et non pas celui qui est décédé. Dans la salle des pas perdus, la famille de la victime se prépare, elle aussi, à l'épreuve du procès. Ça, on ne mérite jamais de mourir à 23 ans comme ça. Malade, c'est mon mari qui fait ça. Ouais, bien sûr. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je suis malade, mais depuis ce jour aussi. Pour la famille de la victime, comme pour leur avocate, l'accusé n'aurait pas agi en état de légitime défense. Ça, légitime défense, non. C'est terriblement choquant même que de devoir l'évoquer. Enfin, on a bien compris. S'il a fait appel parce qu'il ne veut pas payer le fonds de garantie, eh ben on appréciera. Selon eux, Jean-Pierre Schneider a fait appel parce qu'il ne veut pas payer l'indemnité de 36 000 € à la famille de Cédric Breit. L'audience va commencer. Pour le moment, Jean-Pierre est libre. Il s'installe seul dans le box des accusés. Pour cette première journée, la Cour va revenir sur les faits. Que s'est-il passé le soir du 11 décembre 2003, à Haguenau? Bien, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Depuis des mois, les Schneider sont harcelés par les jeunes du quartier qui pensent que le fils de Jean-Pierre a dénoncé à la police des délits qu'ils auraient commis. Ce soir-là, les Schneider regardent tranquillement la télévision. Une trentaine de jeunes se regroupent au bas de leur appartement. On était tous dans le salon. On a regardé un film. On a entendu un grand boom. Je suis allée dans la salle à manger. J'ai vu
une vitre cassée, des pierres et tout. Et j'ai entendu gueuler, crier, et des insultes. Et j'ai commencé à dire ils doivent arrêter, mais ils ne sont pas arrêtés. Ils ont fait plus, encore plus pire. Il y avait des coups de feu et tout. J'ai commencé à paniquer. Mon mari, il est allé vers la fenêtre. Il a dit qu'ils doivent reculer. Ils ne sont pas reculés. Et je ne sais pas comment il a reçu cette arme dans les mains. Et qu'il a tiré dans la cour. J'ai tiré dans ma cour. Je ne voulais personne toucher. Et je ne voulais pas tirer en l'air. Je ne sais jamais si ça va dans un logement ou n'importe où. C'est pour ça que moi, j'ai dit, c'est un vieux fusil. Moi, je ne l'ai jamais utilisé et j'ai tiré par terre. Jean-Pierre tire une première fois. En entendant la détonation, Sébastien Gartner, le cousin de la victime, qui habite l'immeuble en face, se précipite. Il aperçoit à ce moment-là Cédric, qui donne des coups de pied dans la boîte aux lettres des Schneider. Il a mis un ou deux coups de pied ici. Voilà, ici, il a donné un ou deux coups de pied. Et ils ont ouvert le volet qui était là. Voilà, c'est de là qu'il a tiré. Et il a braqué vers en bas. Mais il hésitait, il ne voulait pas tout tirer. Il a braqué. Et sa femme, à plusieurs reprises, elle a dit, en alsacien, tire, tire. En alsacien. Et elle a tellement crié fort que je l'ai entendu de là-bas. Elle a dit, tire, tire. J'étais à 30 ou à 40 devant le bloc. Avec le premier coup, ils sont quand même forcés, encore une fois forcés. J'ai retiré une deuxième balle. Et après, tout était calme. C'est cette deuxième balle qui a touché Cédric. Son cousin se précipite à son secours. Il a dit, il m'a eu, il m'a eu. Alors je dis, montre une fois, pour que je voie. Et il y avait la chemise déjà ouverte. Et j'ai regardé, et j'ai vu le trou au niveau du cœur. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas vu du sang à l'extérieur. Alors moi, je me suis dit, c'est grave là. Touché en plein cœur, Cédric décède quelques minutes plus tard. Jean-Pierre est interpellé rapidement. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il vient de tuer un des jeunes. Il reconnaît avoir tiré et donne l'arme au policier. Jean-Pierre soutient qu'il a tiré sans viser quelqu'un en particulier. D'ailleurs, il utilise une vieille carabine 22 long rifle qui ne permet pas le tir de précision. Il se défendait face à une agression qui était particulièrement illégitime. Et il n'y a pas de raison que celui-ci en subisse le poids de cette condamnation, qui est forcément infamante, comme toute condamnation. Mais pour la famille de Cédric, le geste de l'accusé est disproportionné. C'est quand même un gamin de 23 ans. Hein, un homme en devenir, il aurait sans doute fait quelque chose de sa vie, du moins je l'espère. Et puis tout s'est arrêté là, puis on vient nous dire légitime défense, parce qu'il a donné des coups de pied dans une boîte aux lettres. Pour le père de Cédric, l'argument de la légitime défense est difficile à entendre. Une vie, on ne peut pas la payer. Hein. Une vie, ça ne se paye pas. C'est pas une histoire d'argent. Comment? C'est pas une histoire d'argent. Ouais, mais ça se paye pas. Une vie, on ne peut jamais la payer. La Cour va maintenant aborder la personnalité de l'accusé. 2 de ses frères sont venus le soutenir à la barre. C'est un garçon bien. Nous, on l'aime bien. Il est sympa. Toujours là, à notre disposition, si on a besoin de quoi que ce soit. Et il n'y avait aucun problème avec lui. Jamais, jamais, jamais. Jean n'arrive toujours pas à croire que son frère a pu tirer sur quelqu'un. J'étais choqué, j'ai dit c'est impossible, ce n'est pas lui, il n'a jamais rien fait, ça ne peut pas être possible. Je n'y croyais pas. Je pense qu'il a craqué sur le coup, il a dit il n'a pas le choix, ou c'est eux ou c'est moi. Dans ces conditions-là, je pense, je ne sais pas si j'aurais fait pareil ou pas. Pour que les jurés comprennent bien l'ambiance insupportable dans laquelle vivaient les Schneider, leur avocat appelle à la barre un homme qui a habité le même appartement et qui n'a pas supporté l'ambiance du quartier. Il l'a quitté au bout de 10 jours. Le geste de M. Schneider ne m'étonne pas du tout, parce que pour avoir vécu dans ce quartier, j'aurais pu très bien le faire. Ça aurait pu même être moi. Je pense que si j'y étais resté un peu plus longtemps, j'aurais pu craquer facilement, puisqu'il nous pousse à bout quand même. On s'est installé et dès le lendemain, j'ai eu des problèmes donc à 4 h du matin en allant sur mon lieu de travail, où on me demandait de payer un droit de passage. Donc tentative de racket avec des menaces verbales et puis bien sûr des menaces physiques derrière, d'atteinte à la personne en fait.
Tout comme les Schneider, M. Frey vivait dans l'insécurité et se sentait obligé de se protéger. J'avais une machette que je me servais pour aller à la pêche. Et bon, c'est vrai que je l'avais au pied du lit parce que je me suis dit, on est dans un tel état que je me suis dit, j'étais prêt à m'en servir. Quoi. Le premier qui rentrait, j'étais pas bien tout simplement. Quoi. La Cour s'intéresse maintenant à la personnalité de la victime. La présidente évoque son casier judiciaire et ses nombreuses condamnations. Ensuite, son avocate veut montrer aux jurés des photos de Cédric avec sa famille. Ça, c'est la veille de sa mort, hein, c'est ça? Oui. Pour Alexandra, la sœur de Cédric, ces photos sont importantes. Son frère est décrit comme un voyou. Elle tient à donner une autre image de lui. Quand on parle de lui, c'est un voyou, il a fait des bêtises, il a fait de la prison, donc il le méritait. Moi, au premier procès, c'est ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il le méritait. Non, désolé, non, je ne suis pas d'accord. Et je veux qu'on remette ça au clair. Oui, il a fait des bêtises, mais est-ce qu'en lançant des canettes sur la maison de quelqu'un, on mérite de mourir? Non, pas pour moi. Non. Pour Alexandra, son frère n'avait rien d'un mauvais garçon. Il avait du cœur, ouais. Et son sourire. Parfois, quand il rigolait, c'était contagieux. Je le revois avec sa copine, deux gamins tout fous. Il y avait de l'espoir quand on les voyait. Et il était très, très amoureux d'elle et il avait envie de faire sa vie avec elle. Et je voyais qu'il était bien avec elle. Je pense qu'il aurait, il aurait pu bien tourner. Sébastien Gartner, le cousin de la victime, vient de témoigner à la barre. Il était présent sur les lieux le soir du drame. Il explique que son cousin connaissait à peine la bande de jeunes. Ce soir-là, la victime est rentrée tard du cinéma. Il pense qu'il a dû être influencé par les autres pour se mêler à l'agression contre les Schneider. Début de soirée, j'ai vu qu'ils étaient tous devant un bloc et qu'ils ont bu. Mais mon cousin n'était pas là avec eux. C'est comme je l'ai dit, il n'était pas là. Il est venu seulement par après. Il n'était pas une personne à faire la misère aux gens. À part si on lui monte la tête vraiment. Et je pense qu'il y en a au moins une ou deux personnes qui lui ont monté la tête. Il a dit ouais, balance là-bas, putain, celui-là, déjà il tire et tout. Alors sûrement mon cousin a dû aller là-bas. Il a dû donner un coup de pied ou deux en bas à la boîte de lettres. C'est ce que j'ai vu, à partir de là que j'ai vu quoi. Et voilà, l'autre il a pété un câble parce qu'il y en a qui l'ont emmerdé. Il a tiré. Mais pour la défense, ce soir-là, Cédric n'était pas là par hasard. Il était même le meneur de la bande. Cédric voulait rendre la famille Schneider folle. Et effectivement, ce soir en question, ils les ont rendus fous. Et il y a eu un acte fou qui était proportionné, une riposte proportionnée, comme le dit le droit, au regard de la situation dans laquelle se retrouvait cette famille Schneider dans la détresse la plus absolue. Il n'y a rien de beau là-dedans. Ils disent que c'est lui le fautif, c'est pas vrai. Non. Il n'a jamais tué quelqu'un. Hein. C'est vrai, hein, ça. L'avocate de la famille Brett s'insurge et rappelle que la victime dans ce procès, c'est Cédric. On a l'impression aujourd'hui qu'on veut faire le procès d'un garçon qui est mort aujourd'hui, qui ne peut pas se défendre, qui a 23 ans, famille parfaite en face, un voyou en face, le nom a été prononcé. Et maintenant, on va dire, quand même, c'est choquant qu'on doive payer 36 000 € à la famille. Il y a quand même un garçon qui est mort et on semble totalement l'oublier. Je suis véritablement choquée. Fin de la première journée d'audience. D'un côté, une victime, qui est décrite comme un voyou. De l'autre, un accusé, décrit comme un honnête homme. Quelle décision prendront demain les jurés? Dernier jour du procès, c'est le moment des plaidoiries et des réquisitions de l'avocat général. Vous avez envie que ça se termine tout ça? Oui. Le plus vite, le mieux c'est. La famille de la victime est déjà là. Elle attend que le meurtrier de leur fils soit puni. Dans son box, Jean-Pierre attend son jugement avec angoisse et avec compassion pour la famille de Cédric. J'ai de l'horreur parce que le fils est décédé. C'est normal. J'étais pas tristes, je les comprends. C'est la peine pour eux.
c'est dur. Quand on perd un enfant. C'est maintenant l'heure des réquisitions de l'avocat général. Contre toute attente, il commence par faire l'éloge de l'accusé. Une situation inattendue qui étonne le public et les journalistes présents dans la salle. Il a qualifié l'accusé d'un brave type. Il l'a presque encensé pendant 5 minutes de ces 15 minutes de réquisitoire en disant que c'était un bon gars, qu'il avait toujours travaillé, qu'il ne buvait pas, qu'il ne se droguait pas, qu'il était inconnu des services de police. L'avocat général demande au juré de condamner Jean-Pierre Schneider, mais d'être indulgent. Il demande 5 ans d'emprisonnement avec sursis, la même peine qu'en première instance. C'est maintenant au tour de l'avocat de l'accusé. Il rappelle que son client était en état de légitime défense et demande son acquittement. Pour finir, il pose une question au juré. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? À partir du moment où on est victime d'actes odieux, d'une agressivité inouïe, d'une violence phénoménale, que vous êtes seul au monde, que vous n'avez aucune solution, que vous avez déjà appelé maintes et maintes fois les services de police, l'état d'esprit qui est le leur est un état d'esprit de personnes qui sont aux abois, qui sont affolées, qui pensent que l'imminence du danger est telle qu'il faut réagir. Eh bien, nous sommes dans les critères et dans les canons de la légitime défense. Les jurés se retirent pour délibérer. En attendant, Jean-Pierre Schneider n'est plus libre. Il est emmené par les gardes jusqu'au verdict. Dans 1 heure, à mon sens, ça peut être rendu. 2 heures plus tard, les jurés reviennent. Le verdict tombe. Jean-Pierre Schneider est acquitté. En plus, il n'aura pas à verser d'indemnité à la famille de la victime. Pour les parents de Cédric, c'est un choc. Il quitte le tribunal sans aucune réaction. C'est un procès assez exceptionnel, assez extraordinaire, où je pense que ce procès ce verdict va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a accordé en 2e instance à Jean-Pierre Schneider le droit finalement de se défendre. C'est ça que veut dire ce verdict. Et je pense qu'on a fait une avancée judiciaire importante aujourd'hui en rendant ce verdict. Vous étiez confiant jusqu'au prononcé de l'acquittement ou... Non. Non. Vous allez pouvoir reprendre votre vie normale? Oui. Allez, salut Jean-Pierre. De rien. Je t'avais dit qu'on y arriverait. Rentrez bien. Oui, moi je vous remercie. Ouais. Il faut reprendre un rendez-vous, Madame Schneider. Il faut qu'on se voit parce qu'on va saisir la commission d'indemnisation à raison de la détention provisoire. Donc il faut venir avec toutes les fiches de paye depuis que tu es sorti de prison. Oui. Ok? Oui. Tu prends rendez-vous lundi, t'appelles ma secrétaire. Ah. Jean-Pierre Schneider est libre. Il a déposé un dossier d'indemnisation pour les 11 mois de détention provisoire qu'il a effectués. Tribunal de Lyon, mardi dernier. Il est 9h. Dans quelques minutes commence le procès de Tony Musulin, l'auteur du casse du siècle. Le 5 novembre 2009, il a réussi à braquer son propre fourgon et à disparaître avec plus de 11 millions d'euros. C'est un des procès les plus médiatiques de l'année. Toute la presse s'est déplacée. Sandrine Briclot est journaliste. Elle couvre l'affaire pour le quotidien France Soir. On a envie de voir la tête de ce type qui a osé partir avec le fourgon qu'il convoyait et avec 11,5 millions d'euros au nez et à la barbe de ses collègues et surtout de la société qu'il employait. Devant le juge et devant les policiers, il n'a rien voulu dire. Donc on attend des explications. Tony Musulin refuse d'être filmé ou même photographié. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. L'audience commence. Ce matin, le tribunal veut en savoir plus sur le vol des 11,5 millions d'euros. C'était le 5 novembre 2009. Un véhicule de la compagnie Loomis disparaît. 2 heures plus tard,
La police retrouve le fourgon, il est vide. Les enquêteurs soupçonnent le conducteur du véhicule, Tony Musulin. Employé chez Loomis depuis 10 ans, il n'avait jamais fait parler de lui. Sa photo est diffusée dans tous les médias. Il est traqué par toutes les polices d'Europe. Sur Internet, Musulin devient une star. Il a réussi le casse du siècle, sans armes ni violence. Les internautes s'amusent. Mais 4 jours après le braquage, la police retrouve plus de 9 millions d'euros dans un box loué par Musulin sous un faux nom. Pour la police, c'est une première victoire. Je pense qu'il avait organisé un peu ce vol en louant déjà bien il y a quelques semaines, si vous voulez, tant une voiture de location qu'un box pour l'entreposer. Il est parti avec une somme suffisamment importante pour pouvoir régler ses premières dépenses et dans le but certainement de venir récupérer le reste. Le convoyeur est donc parti en cavale avec 2,5 millions d'euros. Où les a-t-il cachés? Les enquêteurs n'ont aucune piste. Mais le 16 novembre, coup de théâtre, Musulin se livre à la police monégasque. Entendu immédiatement, il prétend qu'il ne lui reste pas un seul centime en poche et refuse de donner le moindre détail sur sa cavale. Le convoyeur est remis aux autorités françaises et placé en détention. Ce matin, au tribunal, les journalistes découvrent Tony Musulin. Ils sont étonnés. En prison, l'homme a commencé à transformer son image. On a découvert un personnage plutôt crâneur, hâbleur, qui ne ressemble en rien d'ailleurs à l'image qu'on avait de lui, en tout cas aux photos d'identité judiciaire qui sont parues en une des journaux. On a découvert un homme un peu ventru, barbu, le cheveu long, qui dégageait énormément d'assurance. Interrogé par les juges, Musulin refuse de révéler où se cachent les 2,5 millions d'euros. Il joue au chat et à la souris avec les magistrats. Tony Musulin ne manque pas d'audace, n'hésite pas à se montrer crâneur et puis parfois à se retrancher derrière des secrets, à ne pas vouloir répondre. Oui, il joue le bras de fer avec le président. Musulin et ses avocats ont mis au point une stratégie de défense inattendue. Le convoyeur aurait commis son braquage pour se venger des conditions de travail difficiles que lui faisait subir son employeur. Nous avons les collègues de Tony Musulin qui sont venus témoigner pour lui, très clairement, avec une solidarité assez remarquable, parce qu'ils ont ressenti que Tony Musulin souffrait au travail, et manifestement, ils ont souhaité venir lui apporter son soutien à la barre. Vous voyez, Tony Musulin n'est pas l'homme qu'on voulait bien nous décrire, avec l'appât du gain, avec la course aux millions, mais plutôt un homme qui vivait très mal ses conditions de travail. Il est 14 h, l'audience reprend. Cet après-midi, le tribunal s'intéresse au deuxième volet de l'affaire Musulin. Propriétaire d'une Ferrari, l'ancien convoyeur l'avait déclaré volée, mais sa compagnie d'assurance le soupçonne d'avoir vendu la voiture en Serbie, puis simulé son vol pour récupérer les 112 000 euros de prime. Il faut quand même se rappeler que ce convoyeur qui ne gagnait que 1 400 euros par mois avait eu les moyens de s'offrir une Ferrari, une deuxième même. Là, on a découvert un personnage un petit peu plus gêné aux entournures, qui avait plus de mal à s'expliquer et à justifier du fait que cette Ferrari, il n'a pas du tout tenté d'escroquer son assurance en tout cas, qu'il s'est vraiment fait voler cette voiture, qu'il s'est fait braquer un jour sur une route. Là, on y croit un peu moins et on sent le personnage un peu plus, ennuyé. Pour le vol des 11 600 000 euros, Tony Musulin encourt une peine de 3 ans de prison, alors que l'escroquerie à l'assurance pourrait lui valoir 5 ans d'emprisonnement. Il est 19 h, le tribunal se retire pour délibérer. Le procureur a requis la peine maximale, 5 années de prison ferme. Musulin était un peu abasourdi par l'acharnement dont il se dit victime
Et force est de constater qu'on est un peu dans ce cadre-là. Mais il n'a rien fait pour prouver son innocence maintenant. Mais vous savez, l'innocence n'est pas à lui de la prouver. Je crois qu'il faut que ça leur rentre dans les mœurs. C'est à l'accusation de prouver sa culpabilité. Je crois que le tribunal devra en tirer toutes les conséquences. Pendant le délibéré, Sandrine Briclot achève la rédaction de son article. La salle d'audience est maintenant fermée au public. On va s'attendre à un jugement ce soir aux alentours de minuit, ce qui est donc une journée de dingue. Et voilà, et j'entrerai demain matin avec de la chance, pas trop fatiguée. À 23h, le jugement tombe. Tony Musulin est condamné à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ses avocats sont soulagés. Écoutez, Tony Musulin a passé une très longue journée. Depuis ce matin, il est au feu. Il a répondu aux questions du tribunal. C'est une épreuve. Il faut bien s'en rendre compte. Il sait que maintenant, il a de nombreux mois de prison devant lui. Mais en même temps, il aspire à passer à autre chose. Pour la chroniqueuse judiciaire, la peine prononcée est relativement mesurée. Je suis assez surprise parce que, à la fois, les avocats se disent, les avocats de la défense se disent satisfaits. Je pense qu'ils craignaient véritablement une condamnation à 5 ans ferme. Ils estiment que le tribunal a jugé le citoyen musulin et pas la star du buzz, pas la star d'Internet, pas Robin des Bois. C'est sans doute vrai, je pense qu'ils ont raison. Tony Musulin est reparti en prison, mais le mystère reste entier. Où a-t-il caché les 2,5 millions d'euros qui manquent? Le procureur de la République a fait appel du jugement. Un nouveau procès aura lieu dans quelques mois. Tony Musulin sera-t-il plus bavard? Paris-Montparnasse dimanche dernier. Cette femme s'appelle Samantha Lemonnier. Elle prétend être la dernière compagne de Raymond DeVos. Elle se rend au Salon du Livre de Verneuil-sur-Avre, en Normandie, pour y dédicacer son ouvrage « L'enfer du décor ». Un livre dans lequel elle fait des révélations sur sa relation avec le célèbre artiste. J'ai écrit un livre relatant un peu tout ce qui s'est passé chez Raymond. Je n'ai pas pu dire, soit par voie de presse, ou... Voilà. Je détaille. Et quoi que je n'ai pas pu tout dire, parce que sinon il faudra un dictionnaire. Dans L'enfer du décor, Samantha Lemonnier expose sa vérité sur sa vie avec l'humoriste. Et elle n'est pas tendre avec son entourage. Mais l'enfer du décor parce que Raymond vivait dans un enfer ces dernières années. Malade, reclus, il était à la merci de vautours et de charognards. Dans les salons du livre, Samantha ne se lasse pas de raconter son histoire. Une histoire d'amour sur fond de querelle d'héritage. Les lectrices en raffolent. Chère madame, je connais Raymond depuis l'âge de 6 ans. J'étais sa compagne discrètement et officiellement près de 4 ans. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont pu m'emmerder. Oui, mais ça, je l'avais... Chez Raymond, les 3/4 des gens qui mettaient les pieds chez Raymond, c'était des baltringues, des branquignoles, des peines à jouir. Tout le monde me demande comment j'ai tenu. Vous savez ce qui m'a fait tenir? C'est l'amour pour Raymond et l'humour. Parce qu'on a le même humour que les deux. Je sais. Organisatrice de cet événement littéraire, Geneviève Moll est une ancienne journaliste de télévision. C'est elle qui a invité Samantha. C'est la compagne de DeVos, parce que c'est... Je ne crois pas qu'il ait eu beaucoup de compagnes dans sa vie. C'est une dame qui a été très courageuse parce qu'elle s'est battue pour essayer de retrouver cette intimité qu'elle a eue avec Raymond DeVos et qu'on a essayé de lui retirer de manière un peu frauduleuse, je dois dire. Elle est peut-être un peu exubérante, mais bon, je crois que c'est son caractère et puis c'est aussi son talent. Si Samantha Lemonnier a écrit ce livre, c'est pour donner sa propre version des faits, après une longue procédure judiciaire qui l'a amenée pendant plusieurs années devant les tribunaux. J'ai écrit ce livre pour laver mon honneur, parce que j'ai quand même été bafouée, j'ai quand même été salie, j'ai quand même été traînée dans la boue, j'ai été décrite comme une personne enfin vraiment infréquentable, abjecte. Enfin, les 10 plaies d'Égypte et les 7 péchés capitaux à côté, ce sont des roses. Pour comprendre les accusations portées contre Samantha, il faut revenir 4 ans en arrière. En juin 2006, elle se rend aux obsèques de Raymond DeVos, disparu à l'âge de 84 ans. Veuf et sans enfant, il laisse derrière lui un imposant patrimoine financier et immobilier et une fortune estimée à près de 6 millions d'euros. Le jour de l'enterrement,
Samantha Lemonnier est indésirable. Écartée de la famille, elle assiste aux obsèques dans la foule des anonymes. Mais peu de temps après, elle se trouve au milieu d'un scandale. Car la famille de Raymond DeVos porte plainte. Elle accuse Samantha Lemonnier d'avoir une responsabilité dans le décès de l'humoriste. Elle lui aurait administré une surdose de médicaments. Quand on a quelque chose à se reprocher, oui, que l'on ait peur, je suis d'accord. Mais c'est pas le cas. Je n'ai rien fait, donc on n'a pas à m'emmerder. Samantha est mise en examen. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison ferme et une amende de 45 000 €. Juin 2009, tribunal correctionnel de Versailles. Après 3 ans de poursuites judiciaires, Samantha est finalement blanchie par la justice et ressort libre. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'écrire un livre. Je ne vais pas laisser passer ça, je ne vais pas me laisser salir, piétiner par une bande de baltringues. Je vais rédiger un livre là-dessus. Je lui dis l'humour en héritage, l'enfer du décor. Et je déballe absolument tout. Et j'ai des témoignages dans mon livre. Dans son ouvrage, Samantha Lemonnier règle ses comptes. Tout d'abord, elle prétend être devenue la maîtresse de Raymond DeVos au début des années 70. À l'époque, l'humoriste était marié à Simone. Bon, j'avais presque 22 ans à peu près, voilà. Et donc j'étais dans l'ombre parce que bon, je connaissais très très bien Simone. D'ailleurs, nous étions devenues de grandes amies toutes les deux. Elle savait très bien que j'avais une relation avec Raymond. Voilà, puis après, bon, je suis revenue après chez Raymond beaucoup plus tard. Enfin, de toute façon, on ne s'était jamais perdu de vue. Même si on a mis un laps de temps, on a mis une distance, mais je veux dire, on s'appelait régulièrement, on se voyait dans Paris, nous mangions ensemble. Un amour interdit que contestent formellement les neveux de Raymond DeVos, qui ont accepté de nous recevoir. Elle vit dans son mensonge. Si, ça c'est... Oui, j'ai vu beaucoup de monde venir. Raymond parlait, j'étais avec lui, j'ai jamais vu cette femme. Jamais vu ça partie d'elle, jamais. Même la plus proche voisine de Raymond DeVos, une amie de 30 ans, ne connaissait pas elle non plus l'existence de Samantha. Vous voyez Raymond avec cette dame? C'était pas son genre? Non. Non, pas du tout. C'est une grosse mythomane. Il n'y en avait qu'une en France, comme ça on est tombé dessus. Au décès de sa femme, Raymond DeVos se sent seul. Ce serait à ce moment-là, et non pas quand elle avait 22 ans, que Samantha serait entrée en contact avec lui pour la première fois, grâce à une lettre qu'elle lui écrit. Samantha n'est pas médecin humanitaire et dans sa lettre, elle vouvoie l'artiste, alors qu'elle prétend le connaître depuis longtemps. Elle a fait livrer des fleurs à Raymond en laissant un petit mot et son numéro de téléphone. Et ce brave homme, parce que Raymond était un brave homme, lui a téléphoné pour la remercier et a eu le malheur de lui dire « Quand vous passerez, venez prendre un café à la maison ». Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait là? Elle est venue très rapidement. Elle a pris un café avec lui et là, elle s'est fait faire des photos en long, en large. Et c'est qu'avec ces photos qu'elle a pu monter toute cette machination. Alors Samantha est-elle une intrigante qui aurait profité de la faiblesse de Raymond DeVos pour entrer dans sa vie? Elle prétend que leur couple a duré 3 ans. Et quand est-ce que vous êtes devenue sa compagne? Eh bien, sa compagne, c'est-à-dire, c'est-à-dire en 2003, en fin avril 2003, voilà. Raymond m'avait téléphoné, Françoise était décédée, et Raymond m'avait demandé déjà dès le départ si je ne voulais pas venir vivre avec lui. Selon Samantha, c'est à cette époque que l'idylle avec Raymond reprend. Elle s'installe dans sa maison et, selon elle, constate que l'entourage de l'humoriste essaierait de profiter de sa faiblesse. Les révélations que j'apporte, c'est-à-dire ce sont toutes les vacheries qui ont été perpétrées envers Raymond, à savoir qu'on voulait lui subtiliser son patrimoine, pas son insu, mais pas loin. Ce sont toutes les magouilles, toutes les diversions qui ont eu lieu chez Raymond pour essayer justement de lui soustraire son patrimoine. Qui voulait s'accaparer de son patrimoine? Son personnel, déjà pour commencer, dont un espèce de petit ayatollah en chef qui régentait ses affaires depuis une 30aine d'années, qui avait la main mise absolument sur tout.
Des insinuations qui visent un proche collaborateur de De Vos. Mais le premier jour, j'ai pris peur. Parce que à peine j'avais franchi la porte, j'avais déjà descendu les quelques marches là, pour accéder à son domicile, je voyais déjà Raymond qui tournait la tête dans tous les sens. Alors je pensais qu'il attendait quelqu'un, ou enfin je ne sais pas. Et puis je dis à Raymond, j'ai dit mais que se passe-t-il? Raymond me dit viens, viens, rentrons, rentrons. Bon, après m'avoir un peu étreinte, enfin bon, on s'est fait des bisous et tout. Et je voyais Raymond qui était inquiet. Effectivement, il y avait derrière, là dans l'angle de la porte de son bureau, il y avait déjà le tonton Macoute, là déjà, qui m'attendait, qui me battait. Raymond De Vos lui aurait alors fait des révélations inquiétantes. On lui piquait son fric, pour commencer. Déjà, l'inventaire de tout ce qu'il avait chez lui avait été effectué. Il y avait tout un tas de courtisans, de gourgandines, de personnes, disons, plus que louches, qui gravitaient autour de lui, qui sentaient certainement une fin proche et qui venaient abuser de lui. Et Raymond aussi s'est retrouvé dans cette situation parce que Raymond déjà souffrait de schizoïdie. C'est-à-dire que Raymond n'était pas en adéquation avec la vie courante. Raymond était complètement déconnecté de tout, de tout, de tout. Mais à la mort de Raymond De Vos, c'est Samantha qui est soupçonnée par la famille de convoiter l'héritage de l'artiste. Son but, tout le monde le sait, son but c'était de pouvoir acquérir tout le patrimoine de Raymond, voilà, aussi bien financier qu'immobilier. Vous, on vous a accusé d'être apparu comme ça un petit peu en 2003 pour capter l'héritage. C'est le coup classique. Attendez, c'est des accusations médiévales. Mais enfin, quand on voit de qui ça vient, il n'y a pas lieu de... Mais à la surprise générale, à la lecture de son testament, l'humoriste fait don de la quasi-totalité de ses biens à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il ne laisse à sa famille que quelques assurances-vie. Samantha, elle, ne touche rien. Raymond m'a laissé son humour en héritage. C'est le plus bel héritage. Ça n'a pas de prix, ça. C'est invendable, ce n'est pas négociable. C'est parfait. Quelle que fût la réalité de sa relation avec Raymond De Vos et les accusations qu'elle porte dans son ouvrage, Samantha Lemonnier suscite la curiosité des visiteurs du salon. Est-ce qu'il ne serait pas indécent de vous demander de la dédicace? Mais c'était prévu pour, regardez. J'ai un crayon qui ne fait pas de faute et qui les corrigera. Ça promet un ouvrage houleux, à mon avis, et je pense plein de surprises, mais intéressant. Plein de surprises intéressantes. Un monsieur mystérieux, connu du grand public, mais pas vraiment connu, je trouve. Sa vie privée est très secrète, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, donc on va peut-être découvrir des choses intéressantes là-dedans. En tout cas, Samantha Lemonnier continue de prétendre que Raymond De Vos reste l'homme de sa vie. Il est là, Raymond, il est assis. Vous ne le voyez pas, mais il est assis. Raymond me suit de partout. Et la nuit, parce que j'écris beaucoup la nuit, je consulte Raymond. Puis j'ai la réponse. Je vais peut-être passer pour folle, mais c'est pas grave. Raymond est présent. Il est absent, il est invisible, c'est tout. La nuit, il descend de ses étoiles, puis après il remonte, il redescend, il fait des allers-retours. Vous vivez toujours autour de... Moi, je ne vis que pour Raymond, autour de Raymond. Raymond. Jusqu'à la fin de mes jours, c'est Raymond. Paris, 11e arrondissement. Il est 8 h du matin. Ce jeune homme s'appelle Youssef Zouini. Il a 26 ans. Il y a encore 6 mois, il était en prison, victime d'une erreur judiciaire. Ça fait combien de temps que tu es ici, Youssef? Tout juste une semaine. Et avant, tu étais où? À la rue. Je passais mes nuits au café de la gare Montparnasse, qui est un café où on peut rester toute la nuit, à consommer un café à 2-3 euros, et puis ça me permettait d'être au chaud. Même si je dormais pas, au moins j'étais au chaud. Youssef a passé près de 4 ans derrière les barreaux, pour un braquage qu'il n'a pas commis. Depuis, il essaye de reconstruire sa vie. Quand je viens devant un employeur, il y a un trou de 4 ans dans mon CV. Comment je peux expliquer ça? Qu'est-ce que vous avez fait 4 ans? Ah, des patrons qui peuvent le dire. On ne sait jamais comment la personne en face avait réagir. Je peux pas le dire, c'est pas possible.
Youssef est invité quelques stations de métro plus loin dans une radio alternative pour raconter son histoire. C'est comme une thérapie, on va dire. Le fait de se vider un petit peu. Comme je ne peux pas me vider devant un psychologue, je pourrais peut-être me vider devant un radio. Dans le studio, Youssef retrouve l'animatrice, Catherine Charles, dont les 2 fils sont incarcérés. Elle milite pour les droits des prisonniers. Vous écoutez toujours l'écho des cabines sur Radio Libertaire 89.4. Dans le studio, pas grand monde, mais du beau monde. Youssef qui était venu il y a un mois de ça pour nous expliquer qu'il avait fait plusieurs années de prison cadeau, quoi, et dans le cadre d'une erreur judiciaire. Au micro, Youssef raconte son histoire. Une histoire qui commence ici, à Nantes, dans la cité Malakoff. Nous sommes au mois d'octobre 2004, c'est la veille d'Halloween. C'est à cause d'un masque comme celui-ci que Youssef va se retrouver accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. C'est un petit du quartier qui me l'a donné le soir d'Halloween, ou un jour avant. Et puis je m'amusais avec le soir de... ce week-end-là. Et puis j'ai croisé une personne qui n'est pas originaire de ce quartier, mais qui vient traîner dans ce quartier. Et qui est tombé amoureux de mon masque lorsqu'il m'a vu avec et déliré avec. Et du coup, il avait envie d'en profiter et d'aller faire peur un peu à tout le monde dans la rue. Et puis, une fois que je lui ai passé, c'est ce qui m'a conduit tout droit en prison et qui a fait que j'ai été condamné par une cour d'assises à 10 ans de prison, puisque ce masque-là a servi à un braquage. En effet, quelques heures plus tard, dans la nuit, 3 hommes masqués et armés de fusils à pompe prennent en otage les employés d'un supermarché pour s'emparer de la caisse. Un des braqueurs porte le masque de Youssef. Les policiers trouvent son ADN. À 7 h du matin, la police vient l'interpeller au domicile de sa mère. Je dormais dans mon lit. J'ai entendu des gros bruits, des cognements. Ça m'a réveillé, mais je pensais pas que ça venait de chez moi. Et du coup, quand je me suis levé pour aller quand même aller regarder par la fenêtre ou à la porte, lorsque je suis sorti, juste là, ici, j'ai commencé à voir 3-4 personnes visage masqué. Ils se dirigeaient vers moi, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont mis à terre, tout ça. Ensuite, ils m'ont ramené dans ma chambre, ils m'ont dit « C'est bien ça ta chambre ?» J'ai dit « Oui ». On commence à fouiller partout. Ils m'ont allongé sur mon lit. Youssef est ensuite incarcéré. De sa cellule, il envoie plus de 500 courriers aux magistrats pour clamer son innocence. Je suis innocent, alors je ne peux que garder espoir de voir ce cauchemar prendre fin, bien que des séquelles subsisteront. Mais pour la justice, Youssef est coupable. Cela ne fait aucun doute. L'ADN signe sa culpabilité. En 2007, la cour d'assises de Nantes le condamne à 10 années de prison. Sa mère est bouleversée. Franchement, j'arrive pas à le parler. J'ai fait comme une crise, j'ai resté gardée comme ça. J'arrive pas à le parler. Après, comme j'ai rentré chez moi, j'ai rentré au pleurer, quoi. Youssef fait appel de la décision de la cour d'assises et choisit pour sa défense un des ténors du barreau de Nantes. Youssef a rendez-vous avec lui. Maître Tréberne a rencontré pour la première fois le jeune homme juste après sa condamnation. Très vite, il est convaincu de son innocence. Dans ce dossier, il y avait quand même plein d'éléments à charge. Ses origines, le fait qu'il connaissait les auteurs de ce braquage, le fait qu'on ait trouvé à un moment donné un ADN sur un masque qui aurait été utilisé sur les lieux du braquage. Voilà, bon, tout ça, ça suffit. C'est-à-dire, ça suffit à occulter quoi? Les éléments objectifs qui démontrent que ça ne peut pas être lui. Je me souviens, il m'avait dit si c'est vraiment la vérité tout ce que vous êtes en train de me dire, en fait, il m'a dit je vous crois, parce que le ton dont vous me parlez, je vous crois. Ton discours pour contenter. Ce qui sauve Youssef, c'est son portable. Car au moment du braquage, il était chez lui, en communication avec sa petite copine. Ils vont confirmer qu'effectivement, et comme il avait l'habitude de le faire la nuit, notamment à cette période-là, il appelait très très longuement, etc. Donc c'était bien lui qui avait appelé cette nuit-là, de son portable. Et il ne pouvait pas, par conséquent, être sur les lieux d'un braquage avec prise d'otage. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Aujourd'hui, avec son avocat, Youssef demande réparation à l'État pour les 36 mois passés en détention. La plupart des hypothèses ces derniers temps, puisque j'ai fait plusieurs requêtes comme ça, ce qu'on a obtenu, c'est, on va dire, par exemple pour des garçons de la banlieue, un gros 1 000 € par mois de prison effectuée à tort. Youssef devrait donc toucher 36 000 € dans environ 1 an. Mais il espère plus et plus vite. J'ai assez perdu de temps, madame. Moi, ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai pas pu me construire. Je vais pas attendre encore 1 année pour pouvoir me reconstruire. Là, je suis en liberté. Maintenant qu'on puisse m'aider dès maintenant. À présent, Youssef a un rendez-vous important à Paris, dans le 19e arrondissement. Là, je vais voir un professeur des cours Florent avec qui je dois retravailler une séquence sur laquelle j'avais bossé. Ce professeur du cours Florent s'appelle Christine François. Bonjour. Salut, ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, très bien. Très jolie cette nouvelle coiffure. Oui. Au fil du temps, elle a tissé des relations d'amitié avec Youssef. Elle croit en lui. Youssef est arrivé cet été au cours Florent dans un stage. Premier jour, je vois arriver, il y avait une quinzaine de jeunes gens, entre 20 et 40 ans. Voilà, et il était parmi eux et il avait une espèce de présence très calme, très souriante, très à l'écoute, très bienveillante. Vraiment une espèce de grand sourire comme ça. Et je me disais, est-ce que ce gars, il a un truc, il a quelque chose. En tout cas, moi, je le regardais, j'étais très étonnée par ce qui se dégageait de lui. Rodrigue Sarah, 1 sur 2, 3e. Action. Aujourd'hui, Youssef aimerait devenir comédien. Au mois de juin dernier, il a passé avec brio le concours d'entrée de cette prestigieuse école de comédie. C'est moi. Youssef travaille aussi à l'écriture d'un scénario sur l'histoire de son erreur judiciaire. J'écris, en fait, tu vois, j'écris sur un petit cahier de brouillon. Ouais. Et je retranscris ça après. Je retranscris ça sur mon ordinateur. Je pourrais avoir envie, là on s'est un petit peu déjà parlé, et puis j'en ai aussi parlé à un autre ami réalisateur, on pourrait avoir envie d'essayer de reconstituer son histoire, mais il jouerait son propre rôle. Donc on partirait de son récit pour trouver des scènes clés qui sont hallucinantes, et on ne chercherait pas à les transformer, on chercherait à les rejouer. Dans quelques années, Youssef jouera donc peut-être son propre rôle à l'écran.